C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Saison 2, épisode 2. Contre les ingénieurs et leur monde. Démanteler l'ordre électrique. Alors là, du coup, l'idée ici, c'était de faire un poêle roquette en terre. Donc l'idée, c'était de prendre de la terre, de mélanger ça avec de l'eau et un peu de paille pour le façonner, dans le but d'avoir à la fin une forme d'un truc qui ressemble à un poêle roquette. Donc un truc qui fait une forme de L. Donc là, tu vois, tu as l'entrée d'air par ici. L'entrée de bois qui va se faire par là, donc de biais. Et ensuite, ici, il y aura là c'est pas encore fait, mais il y aura juste le conduit par lequel il y aura les flammes et la fumée qui sort, et tu poses juste ton truc pour cuisiner par-dessus. Et c'est censé te faire une combustion qui est bien, qui est à une bonne température chaude et qui te fait pas trop de mauvaise fumée, et qui te donne un max de chaleur pour cuire tes aliments, quoi. Okay. Eh bien, je suis en train de faire une équation mathématique pour faire un chargeur de piles non rechargeable. Donc, les maths, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Au départ, c'était pas trop mon kiff. Même si je trouve, si j'ai trouvé à certains moments que les équations, ça pouvait être marrant. Mais là, du coup, c'est surtout que ça devient trop nécessaire, puisque si je veux recharger des piles non rechargeables, j'ai besoin de résoudre mon équation pour connaître la valeur d'une résistance qui va faire partie de mon schéma électronique qui me permettra de recharger une pile. Ok, est-ce que vous voulez bien vous présenter et nous dire là où on est, qu'est-ce qui se passe là où on est? Alors moi c'est Alexandre, j'ai participé à la mise en place du chantier énergie à la grange de Montabaud. Donc c'est un lieu associé à la lutte anti-THT, donc contre la ligne très haute tension du Cotentin jusqu'au Maine, donc qui relie l'EPR de Flamanville au réseau électrique national. Et du coup c'est un chantier autour de l'énergie et de l'autonomie, en pratique sur plein d'aspects différents. Donc cette année on a des cours d'électricité en alternative 220 volts en mixité choisie par des meufs pour transmettre un peu les savoirs pratiques théoriques et pratiques de l'électricité, comment ça marche, les bases. Et on a aussi, on construit des centres de ressources énergétiques. On va permettre de déplacer des éléments de base d'un petit réseau pour alimenter des lieux de lutte ou poser du son en manif ou faire des choses comme ça. Et du coup, ça permet aussi, c'est l'occasion de s'intéresser à l'électricité en continu. Donc en courant continu, à basse tension, donc c'est un petit peu plus convivial parce qu'on peut mettre les mains dedans facilement. C'est moins dangereux que l'alternatif. Et voilà, après il y a aussi d'autres chantiers plus autour des poêles cuiseurs. Donc avec tout ce qui se passe avec la Russie, le gaz et tout ça, on s'est dit que c'était intéressant de développer un peu comment on arrive à faire à manger sans utiliser de gaz. Ce qui m'intéresse pas mal, c'est les poêles en terre, comment on arrive à faire
des cuiseurs en argile avec les matériaux de base qu'on trouve sur un terrain. Moi je m'appelle Léo, du coup je me suis un peu engrainé sur la préparation de ce chantier aussi là, qui est une sorte de coopération entre la Grange de Montabo et La Chose, qui est un groupe qui s'est, ou un mouvement, ou difficile à dire, un groupe qui s'est constitué il y a à peu près 2 ans sur des questions de relier les luttes liées à l'énergie, concernées par l'énergie. Et du coup effectivement dans ce chantier-là, moi je participe à un petit atelier qui consiste à fabriquer un poêle à base de matériaux de récupération assez accessible, qui est prévu pour cuisiner en grosse quantité. Voilà, puis on a d'autres, ça serait difficile de résumer là l'ensemble du programme, mais il y a aussi des temps de présentation, de lutte à droite à gauche, et pas mal d'ateliers improvisés, plus ou moins en dernière minute par les personnes qui sont venues, puisqu'on est assez nombreuses et nombreux au final. Mais du coup ce chantier, il s'inscrit aussi dans le cadre reprise de savoir, qui est une dynamique qui a été lancée cette année, mais nous ce chantier-là, ça fait 3 ans qu'il se déroule. Et en fait cette dynamique elle nous a parlé parce que ça répond un peu à tout ce qu'on fait depuis quelques années ici. Du coup de se réapproprier des savoirs pratiques concrets tout en ayant des apports théoriques, idéologiques et politiques sur c'est quoi notre rapport à la technique au final. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Grange, c'est un lieu où il n'y a pas l'eau courante ni l'électricité du réseau électrique. C'est intéressant aussi pour permettre aux participantes de se confronter à ça. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir recharger son téléphone s'il fait gris et qu'il n'y a pas beaucoup de vent. En fait, ici, il faut savoir qu'on a une petite éolienne qui a été construite pendant les 2 chantiers des années d'avant. Et tout un système d'électricité en courant continu qui a été aussi pensé les années d'avant avec quelques panneaux solaires aussi. Et du coup, c'est pas conçu pour héberger 70 personnes et les besoins en électricité de 70 personnes parce que c'est assez rare qu'il y ait autant de monde ici. Et donc c'est assez intéressant de voir comment on fait avec l'intermittence aussi, que tout n'est pas tout le temps accessible, disponible. Moi c'est Igor, je suis allé aux deux précédents chantiers énergie à la Grange de Montabo et voilà, c'est vraiment chouette de voir d'avoir un lieu comme ça avec déjà des installations électriques qui sont à taille humaine quoi on va dire, et où on peut comprendre, on peut voir comment c'est fait quoi, comment l'énergie est produite. Ouais, c'est un lieu très pédagogique quoi. Bon, il y a les tâches quotidiennes, ça roule. Mais en plus, il y a des gens qui proposent des ateliers. Il y a de la place et des choses à faire pour tout le monde. Oui, donc moi personnellement, je suis sur la remorque énergie. Donc une remorque qui sera tractée par une voiture qui va transporter un parc de batteries pour alimenter en électricité des endroits qui en auraient besoin. Ouais, ça pourra servir sur des lieux d'occupation, dans des luttes, pour faire de la musique, dans des défilés. Voilà, c'est un truc bricolé, avec beaucoup de choses recyclées. C'est aussi la démarche, c'est un peu un chantier école, quoi. Donc moi c'est Anna, je suis ingénieure de formation mais non pratiquante. J'ai jamais vraiment pratiqué. Et voilà, et dans la transition énergétique, du coup, le développement des énergies renouvelables sur les réseaux, et notamment les gros réseaux européens qui connectent plusieurs pays. Et j'ai déserté ça. J'ai arrêté avant de commencer de travailler pour justement être plus prendre le problème dans l'autre sens, au lieu de vouloir toujours développer plus et en rajouter. Comment on peut réfléchir à enlever les choses et les infrastructures. Je voulais plus vous embarquer sur la transition et sa critique par rapport à tous les plans de transition qu'on nous vend pour remplacer les énergies fossiles par du renouvelable, du décarboné, et qui va souvent de pair avec une utilisation accrue de l'énergie sous forme électrique. Du coup, un grand plan de transition assez massif qui nécessite plein de changements d'infrastructure et qu'on voit déjà se déployer un peu partout sur le territoire et marquer son aménagement. C'est quoi le problème des énergies renouvelables, des biogaz, de l'hydrogène, même du nucléaire?
pas spécifiquement pour chacun, mais dans son ensemble, pris dans ce que c'est que la transition. Je sais que tu as passé pas mal de temps à te balader, à parcourir un rapport qui est le rapport RTE, qui est censé donner plein de directives sur les questions énergétiques. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi comme organisme et à quoi il sert et qui est partenaire, comment ça fonctionne quoi. RTE, du coup, c'est donc les lettres, ça veut dire réseau de transport d'électricité. Et en fait, le réseau électrique, il est divisé en plusieurs niveaux de tension. Donc, on parle de réseau de transport ou de transmission quand on parle des hauts niveaux de tension, donc qui vont être interconnectés tous les pays européens, par exemple. Et donc, c'est un opérateur. Ça veut dire que c'est un peu eux qui sont chargés de réguler, de maintenir la stabilité du réseau. Donc, le fonctionnement d'un réseau, c'est que il faut que, pour que ça marche, il faut que tout ce qui rentre en électricité égale tout ce qui sort en permanence. Donc c'est un peu eux qui sont chargés de, s'il y a un problème de trop de consommation d'un côté, faire augmenter la production de centrales et inversement, essayer de maintenir la stabilité de cette manière. Ils peuvent être comparés à Enedis, par exemple, qui vont être les opérateurs, mais du réseau de distribution. Du coup, c'est celui qui, donc de plus basse tension, qui va amener l'électricité du réseau de transport à nos maisons, quoi, aux foyers, aux petites industries, etc., au commerce. Mais RTE, ils ont en plus un peu cette fonction de recherche et développement. Comment développer les réseaux, comment améliorer, donc comment automatiser les contrôles, parce qu'on arrive à des degrés de complexité des réseaux tels que genre c'est difficile pour les humains dans les salles de contrôle de dire il n'y a pas assez de production d'un côté, on met plus de charbon dans cette centrale, etc. Maintenant on a vraiment de la production, consommation un peu partout, donc c'est principalement très automatisé quoi. Donc en fait c'est aussi quand même nos experts en matière d'énergie, de gestion des infrastructures énergétiques et donc quand même électriques notamment. Ils ont sorti un gros rapport, qui d'ailleurs est composé de plusieurs rapports sur plein d'axes différents, sur la faisabilité de la transition énergétique. Donc c'est-à-dire quand on dit transition énergétique selon ce qui a été commandité par le gouvernement, c'était comment atteindre la neutralité carbone. Donc c'est-à-dire ce qui rentre dans l'atmosphère moins ce qui sort de carbone égale 0. Et donc donc ils ont déployé tout un tas de scénarios qui vont donner des solutions technologiques évidemment au problème des émissions carbone quoi. Et le principe c'est un peu que ce rapport il a été fait donc par les experts et tout ça, mais présenté un peu sous forme d'une grande concertation publique avec une centaine d'organisations, d'entreprises, de lobbies, de syndicats, de blablabla. Donc par exemple il y avait Greenpeace, Réseau Action Climat, mais aussi Orano, Bouygues ou des syndicats d'EDF ou je ne sais plus trop quoi, donc qui étaient invités à relire les scénarios, etc. et débattre en fait sur le mix électrique. Donc on va faire des scénarios qui vont faire varier le nucléaire, qui vont mettre plus ou moins d'énergie renouvelable ou de nucléaire. Et voilà, donc en gros l'idée c'est que on regarde juste le mix électrique, on fait se débattre les organisations et en fait dans le rapport il transpire que la conclusion c'est qu'il faut de toute façon mettre tout ce qu'on peut et diversifier le mix au maximum parce que c'est ce qui est le plus techniquement fiable. Et en dehors de ça, il y a aussi le fait que il y a toute une autre partie, ce plan pour la transition énergétique, il table sur électrifier au maximum beaucoup d'usages, qui soient domestiques, industriels, tout en fait, l'appareil productif et les technologies. Mais il y a aussi la partie en fait thermique, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être électrifié et qui nous est fourni par les énergies fossiles, ce qui est une part énorme en fait aujourd'hui en termes de carburant, de chaleur, de gaz, on va le remplacer par aussi des énergies thermiques vertes quoi. Donc du biogaz, du biométhane à base de méthaniseurs et tout ça en fait c'est pas vraiment dans le débat quoi.
l'idée de décarbonation, elle dit on va se débarrasser des énergies fossiles et du coup on va faire des énergies vertes. Donc c'est-à-dire on va produire du gaz à partir de la biomasse. Donc la biomasse c'est tout ce qui est composé organique. Donc ça peut être dans le cadre de la production de méthane, c'est beaucoup de lisier, de fumier. Enfin en gros l'argument c'est que c'est les résidus de l'élevage et de l'agriculture. En soi, ce qui se passe, comme la volonté, c'est de le faire à l'échelle industrielle, et qu'on peut pas juste mettre que du lisier ou du fumier dans les méthaniseurs. Ils sont des énormes, on les voit souvent dans les champs, dans les grands monocultures et tout ça. Enfin, ça fait des espèces de grosses yourtes vertes avec un espèce de toit rond comme ça là. Mais pour ça, il faut quand même rajouter des composés organiques végétaux, et notamment du maïs. Donc en fait, on voit apparaître tout un tas de cultures pour la production énergétique, en fait, donc de champs de maïs, qui vont servir à alimenter les méthaniseurs. Et voilà quoi, donc on a là l'intrication, enfin on voit les interdépendances qui vont être de plus en plus accrues avec l'agriculture industrielle. Et ouais, l'accaparement des terres quoi, pour produire de l'énergie. Voilà pour le méthane. Il y a aussi quand même... l'hydrogène. Ouais, l'hydrogène, c'est vraiment très central dans la faisabilité de la transition énergétique. C'est un peu un point pivot de tout ce plan-là parce qu'il va servir à décarboner les usages thermiques, et aussi à rendre plus faisable le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables. Alors, explication, c'est que l'hydrogène aujourd'hui, on en utilise beaucoup dans nos industries, et notamment pour faire des engrais chimiques, pour faire de l'ammoniac et des engrais chimiques, ou pour la sidérurgie, ou pour tout un tas d'autres applications industrielles assez lourdes, quoi. Sauf qu'il est produit à base d'hydrocarbures dans les raffineries, etc. Et aujourd'hui, l'argument, c'est de dire on va produire de l'hydrogène vert, donc à partir des énergies renouvelables, ou vertes, enfin tout court, hein, le nucléaire, c'est quand même maintenant une énergie considérée comme verte pour la transition énergétique. C'est un autre procédé de fabrication de l'hydrogène, donc à partir d'électricité en fait. Donc on va produire un gaz à partir de l'électricité, gaz qui va pouvoir continuer d'être utilisé dans les grosses industries, et donc légitimer encore une fois la poursuite de production d'engrais chimiques ou de grosses industries bien polluantes, puisque ce sera de l'hydrogène vert, donc tout va bien. En même temps, il y a aussi, il va pouvoir servir aussi à motoriser des véhicules lourds qui vont pas pouvoir être électrifiés. Pour moi, ça justifie en fait la poursuite de flux logistiques. Donc, et encore un autre truc du coup de l'hydrogène, c'est que ensuite on peut le reconvertir en électricité. Donc il y a cet argument-là en plus pour développer l'industrie de l'hydrogène, c'est que ça va nous permettre d'avoir de la flexibilité, parce que tout le truc du déploiement à grande échelle des énergies renouvelables, c'est qu'on peut pas contrôler leur production comme on va pouvoir le faire avec une centrale à charbon. Bah, tu mets du charbon, ça produit plus, t'en mets moins, ça produit moins. Facile, et c'est ce qui permet d'équilibrer le réseau en fait aussi, ces grosses centrales. Sauf qu'avec les énergies renouvelables, on ne sait pas quand est-ce qu'on va produire beaucoup en fonction de s'il y aura du vent ou du soleil ou de nanana. Donc il nous faut de la flexibilité, c'est-à-dire qu'il nous faut pouvoir pomper, sortir l'électricité du réseau quand il y en a trop, la stocker pour pouvoir la remettre quand on aura des déficits de production. Et l'hydrogène, il peut permettre ça, de faire, d'amener une flexibilité saisonnière, c'est-à-dire par exemple, ça produit trop l'été, les champs de panneaux solaires ou de je ne sais quoi. On stocke sous forme d'hydrogène, qui va pouvoir servir à tous les autres trucs dont j'ai parlé. Et ensuite, l'hiver, on peut le remettre sur le réseau pour compenser les pics de consommation, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ce truc d'idéal d'un peu de la Startup Nation aussi, hein, la synergie des industries, quoi. Et cet hydrogène, pour moi, l'hydrogène, ça représente
tellement ça, quoi. Regardez comme on va pouvoir avoir plein d'usages croisés. En fait, c'est hyper sexy pour les ingés, les experts et les technocrates et tout ça. Parce que ça fait plein de... du coup, les industries vont pouvoir, disons, s'entraider, on va dire. Et c'est genre la relance, créer des... Enfin, de toute façon, Macron a annoncé les plans hydrogène, je sais plus quand, pas longtemps après la sortie des rapports et tout ça. Et en même temps, il y a des trucs qui commencent à apparaître comme projets absurdes du style stocker, parce que l'hydrogène, du coup, il faut le stocker si on veut faire ce truc de flexibilité saisonnière. Par exemple, un projet de stockage d'hydrogène en cavité saline dans le Verdon, à base de grosses infrastructures de stockage dans la montagne, quoi. C'est pas encore beaucoup creusé, mais je pense que les impacts de tout ça sont énormes, quoi. Et surtout en termes de qu'est-ce qui va être déployé comme infrastructure pour rendre tout ça possible. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a tout le truc de... Plus on va là-dedans, plus ça nous bloque. Parce qu'en gros, plus tu développes les énergies renouvelables, plus tu as besoin de dispositifs de contrôle, d'ajustement, de déploiement numérique aussi, en fait, qui va beaucoup là-dedans, même si on n'en avait pas parlé avant. Et de réfléchir aux régulations pour en gros gérer l'intermittence à travers quelque chose de continu. Il y a un truc un peu paradoxal à foutre plein d'intermittences sur des réseaux qui fonctionnent un peu en continu et qui ont du coup besoin de toujours déployer plus de choses et de nous rendre toujours plus dépendants in fine de tout ce maillage-là. En gros, ça accentue les interdépendances entre les industries et donc elles se renforcent puisqu'elles vont pouvoir échanger plein de trucs. Mais nous, ça devient toujours plus hors de notre portée, quoi. Et du coup, pour parler un peu du numérique, en effet, tout ce déploiement-là de nouvelles technologies et de cette refonte et restructuration totale de nos systèmes industriels, productifs, etc. Elle est ultra dépendante en fait du déploiement des infrastructures numériques. Dans le rapport RTE, c'est pas très bien explicité, mais on a quand même les mots comme genre ossature numérique, une nouvelle ossature numérique. C'est intéressant, j'ai pas trouvé vraiment l'explication dans le rapport et tout. Il y a un peu, ils disent que la consommation des data centers va être multipliée par 3. Bon, super. Enfin, c'est un peu glissé comme ça à des endroits. On est là, ok, on aimerait bien en savoir plus, mais bon, c'est un peu considéré comme acquis. Donc, en fait, qui dit complexification des procédés, des échanges, dit ça devient pas possible pour les humains dès leur petit cerveau de réguler tout ça, de contrôler tout ça. Donc, on va reléguer le contrôle, l'opération de tout ça aux algorithmes, en fait. Il faut pouvoir avoir une information précise, la plus complète possible, en temps réel, en permanence. Donc ça implique tout un tas de technologies, de capteurs, de données et tout ça. Donc là, on pense à quoi ? Au Linky. Et tout ça, ça a quand même une matérialité. De même que les infrastructures électriques, les infrastructures numériques, c'est pas dans l'air comme ça... juste par magie, il y a des gros câbles, des grosses antennes, des infrastructures de partout, du coup les data centers qui consomment énormément d'énergie. Donc l'électricité va alimenter le numérique pour pouvoir contrôler et opérer les réseaux et de reléguer de plus en plus la gestion en fait à des algorithmes en fait, quoi. L'objectif du rapport, c'est comment atteindre la neutralité carbone en 2050. Et puis en fait, juste tout simplement, ce truc de regarder que cet indicateur-là des émissions carbone, c'est encore une fois un truc d'ingénieur, quoi. Et le gros truc qui est complètement balayé du revers de la main dans ces rapports, c'est la quantité de matières premières qu'il va falloir. C'est-à-dire de lithium pour les batteries, c'est-à-dire de tous les métaux qui vont servir à produire... les technologies, des énergies renouvelables et compagnie. Et en fait, ça, c'est balayé un peu du revers de la main dans le rapport en mode
on parle de sécurité d'approvisionnement. C'est même pas on parle d'impact de l'extractivisme dans un système colonial. Et tout. Enfin, évidemment qu'ils vont pas parler de colonialisme RTE, mais bon, au moins d'impact écologique des mines et tout ça. Non, c'est plutôt bon. Alors aujourd'hui, la Chine, elle produit toutes les terres rares. Aujourd'hui, là, on produit tout ça. Comment on va faire pour sécuriser notre approvisionnement, pour pouvoir déployer tout ça, quoi. C'est posé vraiment comme ça dans le rapport. Il y a un truc de l'optimisation où je trouve ça hyper problématique parce qu'on considère qu'un seul aspect. On optimise sur un facteur. Et en fait, bah ouais, j'avoue, moi, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai été formé là-dessus. Et en fait, en général, cette optimisation-là, elle est uniformisante, enfin, elle est aplatissante parce qu'on met tout sur le même plan, quoi. Et il y a vraiment cette tendance dans la gauche communiste, plutôt productiviste, et peut-être je caricature en disant ça, mais de vouloir optimiser parce que c'est plus efficace, parce que tout ça. Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. Et moi, j'en suis complètement revenu. Avant, j'étais très défenseur de ça, enfin, j'étais formé là-dedans et tout. Et maintenant, je me dis, ah ouais, en fait, quand t'optimises quelque chose, c'est que t'oublies de penser la moitié du monde, quoi. C'est que tout ce qui se passe autour de toi, t'en as plus aucune considération, t'optimises le CO2, quoi. Enfin, et moi, en fait, j'étais formé en énergie renouvelable, quoi. Du coup, je me dis, ouais, c'est bon, on va faire des énergies renouvelables, c'est bon, on va arrêter d'émettre du CO2 et tout. Et puis en fait, tu te rends compte que, bah ouais, en termes d'artificialisation des sols, bah, plutôt ça va dans le sens inverse. En termes d'utilisation des métaux, ça va dans le sens inverse. En termes de pollution aux métaux et au plastique, ça va dans le sens inverse. Enfin, en fait, là, t'optimises sur un aspect, mais t'es en train de détruire tout le reste. En fait, c'est une transition de tout connecter de plus en plus. On le voit avec les voitures électriques où on va se connecter au réseau, on va être de plus en plus dépendant du réseau électrique. Et en fait, ça nous rend dépendant d'un état, d'un système très centralisé. Aujourd'hui, le réseau électrique, il est pas autogérable. Enfin, une centrale nucléaire ne sera jamais autogérée. C'est des technologies qui sont pas conviviales, qui sont centralisées, qui ont été conçues centralisées. Il y a un bureau en France où on décide de l'équilibre du réseau en permanence. C'est des lieux de pouvoir, en fait. Et là, ce qu'on est en train d'implémenter via la transition écologique ou énergétique, selon les mots qu'on utilise, ça va être une mise à niveau de tous nos usages énergétiques sur le réseau électrique. Ça va être une électrification massive de tous nos usages. Et même si cela peut se justifier sur les points de vue d'émissions carbone, peut-être, c'est très problématique du point de vue de notre autonomie. En fait, le jour où le réseau électrique s'arrête, nous, dans nos villes, on est bloqué avec des plaques électriques pour cuisiner où on ne peut plus cuisiner. On est bloqué avec des radiateurs électriques qui ne nous chauffent plus, des ascenseurs qui ne nous montent plus. On est devenu très très dépendant de beaucoup de choses et ça pose problème dans notre autonomie et dans notre capacité d'émancipation, in fine. Et on le voit aujourd'hui dans les régimes autoritaires où il y a des soulèvements. Les réseaux, qu'ils soient électriques ou de communication, en fait, c'est les premières choses que les gouvernements vont couper pour asservir une population. Et cette transition-là, c'est une transition qui nous rend de plus en plus dépendants de ces réseaux-là. C'est une transition qui nous dépossède de notre autonomie et qui rend les changements sociaux de plus en plus impossibles. Après, tu parlais de centralisation du réseau. Ça, je crois que c'est vraiment une particularité du modèle à la française, basé sur le nucléaire, sur la grandeur nationale de la France, les liens directs entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Mais même si aujourd'hui, dans ce qui est présenté comme les outils de la transition énergétique, il y a aussi des modèles qui sont décentralisés. Mais en fait, cette décentralisation ne suppose pas nécessairement un regain d'autonomie de la part de chaque point des mèches ou des grids dont il est question à ce moment-là. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est la couche cybernétique et les protocoles qu'elle implique et les acteurs qui sont en situation de monopole dans cette couche-là qui vont se retrouver en situation de contrôle. Donc on n'a plus forcément affaire à une centralisation étatique à la française, mais à une centralisation par les protocoles mêmes et les systèmes techniques dans leurs caractéristiques mêmes, quoi.
Il y avait un autre point aussi sur lequel je pensais rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est la question de la transition à l'aune du bilan carbone, quoi, et des émissions de carbone. C'est-à-dire qu'il y a un truc, moi, qui me laisse perplexe, c'est comme si le carbone était devenu l'alpha et l'oméga de tout notre rapport à la planète, à la Terre, à l'environnement, je sais pas quoi. Et que du coup, en fait, on pense l'écologie que dans une logique quantitative de est-ce que tel ou tel aspect de notre vie ou de notre quotidien, en fait, tout notre quotidien, toute notre vie sont réduits à ce qui peut se mesurer en termes d'émissions de carbone. Et du coup, en faisant ça, quelque part, le carbone devient presque une nouvelle unité de valeur similaire à la monnaie. Et c'est un espèce de réductionnisme par rapport à tout ce qui fait la richesse de notre rapport au monde, quoi. Et au passage, ça permet, comme on a bien vu avec le gouvernement Macron, de faire passer au niveau européen le nucléaire comme une énergie verte, puisque décarboner, en laissant complètement de côté la question des déchets, par exemple. C'est vrai que toutes les postures critiques par rapport à l'énergie, quand elles ne focalisent pas sur on préfère du nucléaire, on préfère de l'éolien, etc., et que ça ne vient pas cristalliser des rapports un peu classiques de guérilla, enfin pas de guérilla même. Quand ça vient pas être instrumentalisé par une division politique entre gauche et droite ou électorale, ça vient pas servir des agendas électoraux, finalement on a l'impression que quand on porte un regard critique assez général, tout de suite on est un peu dépassé parce que c'est des systèmes qui sont extrêmement complexes et que finalement on est dépendant à plein de niveaux. Et dans ce rapport critique un peu radical, on va dire, on est vite confronté à des personnes qui disent « Ok, mais alors quelle est la solution ? Quelle serait la solution ?» Et je pense que c'est important de pouvoir s'opposer à ce qui nous opprime, même si on n'a pas une solution. Et justement, dans cette posture, il s'agit d'affirmer qu'il n'y a jamais une solution qui sera valable pour tout le monde, partout, tout le temps, et que chaque singularité, chaque contexte de vie porte ses propres solutions. Et on remarque que justement le détour systématique par l'électricité quelque part unifie, aplatit toutes les singularités, et que dans certains cas c'est absurde. Il suffit de comparer par exemple une grosse boîte qui opère des champs d'éoliennes à distance à travers des ordinateurs et ce qui pouvait être autrefois le travail d'un meunier travaillant avec son moulin ou sa rivière, étant du coup dans un rapport sensible à son environnement, connaissant les vents qui passent là où il travaille et étant à mesure de composer avec l'intermittence fondamentale des forces qui nous traversent, quoi. Et d'autre part, je pense pas qu'on ait forcément besoin de réseaux complexes et instrumentalisés soit par les États, soit par des compagnies dont les intérêts sont essentiellement capitalistes pour justement être dans des formes d'interdépendance sensibles et vécues. Et il y a un truc qui me touche, moi, c'est la façon dont traditionnellement s'organisait la circulation, enfin la gestion des cours d'eau dans les montagnes. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui sont en amont, qui sont proches de la source, ont un pouvoir énorme sur les gens qui sont en aval, parce qu'ils peuvent dériver, poser des vannes, des écluses, des choses comme ça. Et en même temps, il fait dur, la situation de vie est dure en haut dans la montagne, et les gens qui habitent tout en haut dans la montagne, pour des raisons de sociabilité, d'échange, ont besoin de descendre dans les vallées. Et donc finalement, il y a une interdépendance qui se crée comme ça, et une fois qu'on a pris conscience, ce qui est assez évident quand on est dans cet environnement de cette interdépendance, on arrive nécessairement à une forme de diplomatie et d'arrangement où du coup ça donne techniquement des systèmes qui sont assez riches et assez fins, où avec des vannes et des écluses, mais qu'on ouvre de telle heure à telle heure pour laisser de l'eau pour le voisin d'en dessous, etc., etc. Et on est sur du coup des interdépendances qui sont sensibles, qui sont pas plaquées par des technocrates qui veulent pas qui sont pas forcément sur le terrain et qui veulent pas forcément notre bien. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est surtout un réseau colonialiste. En fait, c'est des campagnes vers les villes. C'est un accaparement capitaliste des terres. Et là, ce qu'on va voir avec cette transition-là, c'est l'accaparement des terres pour l'énergie, donc via les éoliennes, via les champs de panneaux solaires, via la méthanisation et les cultures énergie. Donc ça va être des cultures de maïs, de patates, de betteraves pour faire du méthane, qui lui servira soit à faire de l'électricité, soit à faire de l'hydrogène directement, soit à aller sur le réseau de gaz de ville. Et en fait, ces énergies-là ne sont pas consommées localement par les gens qui habitent sur ces lieux-là. Elles sont consommées loin. Et pour moi, ça pose des questions de gouvernance, en fait. Derrière ce truc d'émissions carbone, on se met des œillères et on regarde rien de la complexité en fait des impacts et
et des problèmes que ça pose, cette poursuite, enfin voilà, ce plan qui en fait n'est qu'un renouvellement intégral en fait de l'appareil capitaliste. Du coup, la construction de la remorque sono, le but c'était de faire la grosse boîte pour la sono et une boîte pour tout ce qui est ampli, convertisseur et surtout protéger les batteries qui seront utilisées pour la sono. Et du coup, il faut que ça protège les intempéries, que ce soit pratique au niveau des branchements et que ce soit pas trop lourd non plus parce que c'est un truc qui est tiré à vélo. Donc on essaie de bidouiller tout ça et de faire un truc assez simple et pratique et facile à construire avec le peu de matériaux qu'on a aussi. Ok, et t'avais déjà fait un schéma électrique toi ? Non, mais du coup, vu qu'on était plusieurs à réfléchir sur la conception de la boîte, et ben il y avait des personnes qui savaient comment étaient fichus les câblages et donc quel module électrique était plus pratique de le mettre à tel endroit plutôt qu'à tel endroit au niveau des branchements, genre les longueurs de fil, les choses comme ça. Parce que moi, j'avais pas du tout ça en tête. Voilà. Dans le rapport RTE, la sobriété, c'est une petite variable d'ajustement sur les scénarios de référence de genre toute cette refonte totale de tout l'appareil productif. Donc la sobriété, c'est pas juste on fait rien et on rajoute pas des technologies et tout ça, mais c'est genre il parle de gisement de sobriété, c'est quand même rigolo quoi dans le rapport RTE, ouais. J'adore, c'était vraiment bon bref. Donc les gisements de sobriété qui sont les gestes écolo du quotidien, faire pipi dans la douche limite, il parle pas de ça mais c'est presque ça, éteindre les lumières, blabli blablou. Et aujourd'hui, donc on se retrouve dans une méga crise énergétique parce que y a eu plein d'effets combinés de la Russie qui coupe les approvisionnements en gaz de l'Europe, la corrosion des centrales nucléaires, donc elles sont presque toutes à l'arrêt. Enfin, elles sont la moitié des réacteurs à l'arrêt cet été. La sécheresse dans les barrages, pareil, donc qui fout le bordel en fait dans nos systèmes énergétiques qui sont gaz et élec, quoi, qui sont très interdépendants. Et donc aujourd'hui, on a entendu Macron dire c'est la fin de l'abondance, il va falloir passer l'hiver. Enfin, dans son truc d'habitude, genre situation de guerre, de crise et gna-gna-gna-gnou. Et donc, en fait, en lisant un peu les mesures qu'ils ont sorties pour vite, passer l'hiver et faire en sorte qu'on ait assez de gaz et qu'on consomme pas trop et tout ça, enfin de gaz et d'élec et qu'on consomme pas trop, ils font un plan express de genre en 2 ans, il faut réduire de 10% la consommation et donc il faut que l'État se montre exemplaire. On va commencer par les services publics de l'État et tout ça c'est sur écologie.gouv.fr. Hein. Et on va dans le secteur donc public du sport, dans le secteur des commerces, on va éteindre les lumières, enfin c'est vraiment des mesures comme ça de sobriété à 2 balles quoi. Et donc où on voit le rapport RTE qui transpire un peu parce que j'ai un peu ce truc de 40% d'énergie finale en moins à la fin quoi. C'est absurde en fait, moi je trouve que tout ça c'est tellement absurde. Ils nous parlent de sobriété alors qu'ils sont en train de prévoir un méga renouvellement de toutes les industries, déploiement massif de méga infrastructures et on nous dit on va passer l'hiver, on va réussir à être sobre et à baisser un peu la consommation en éteignant les lumières dans les gymnases et en faisant les JO les plus écolos de toute l'histoire des JO quoi. Mais on va les faire quand même. Enfin bref. Voilà sur la sobriété et tout et en fait moi j'ai envie de dire peut-être ça peut nous faire embrayer aussi sur derrière les imaginaires de quoi faire etc. Si on parlait de sobriété des réseaux en fait et non pas de comment en gardant exactement les mêmes systèmes ou en les renouvelant complètement mais plutôt penser à la sobriété des réseaux donc c'est-à-dire en termes de structure quoi, de structure des réseaux, d'emprise géographique, parce qu'aujourd'hui l'emprise géographique elle est globale, puisque si tu remontes ça va jusqu'aux mines qui sont pas du tout chez nous, et ben peut-être qu'on pourrait penser une vraie sobriété des systèmes, mais non pas juste du gros bullshit de éteindre les lumières et
Et on garde tout pareil, mais regardez comme on agit pour le climat, quoi. C'est genre poudre aux yeux, poudre aux yeux, poudre aux yeux, quoi. Et là, aujourd'hui, on est face à une grosse crise. Et du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bah vite, on accélère la transition énergétique. On va toujours ce truc absurde on fait la relance, on refait des nouvelles industries, on y va encore plus à fond, et on va y arriver, quoi. Mais ça, moi, je me dis, mais ça tient plus, là. Ça peut plus tenir, en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de mettre du silicone pour protéger un circuit électronique qu'on a soigneusement agencé. Mais vu qu'on a dû pour ça souder des composantes sur une plaque, et je mets du silicone pour protéger la plaque parce que on est des totos, mais on est des totos soigneux, quoi. Et t'avais déjà fait de la soudure, toi ? Eh ben non. Et du coup, j'ai appris. Donc il y avait des petites plaques en résine pour s'entraîner et tout. Donc je me suis entraînée sur des plaques de résine avec des petits bouts de cuivre. On avait des rouleaux de cuivre, des trucs tout bêtes qu'on trouve dans n'importe quel commerce, quoi. Et puis on les coupait en petits bouts, on les dénudait et ensuite on les fixait sur des plaques de résine. Au début, des plaques d'entraînement qu'on avait trouvées sur des petits objets d'électroménager. Et puis ensuite, sur les trucs qu'on voulait faire pour faire de la musique, quoi. Enfin, en mode enceinte et tout. C'est super sympa comme activité. Les thématiques que vous êtes en train d'aborder, elles sont pas majoritaires dans le mouvement écologiste, même celui qui serait proche de nous et donc anticapitaliste, etc. C'est pas la première façon dont on, en tout cas, aborde ces problématiques-là. Et du coup, je me demande un peu, pour vous, où est-ce qu'on en est de la lutte contre les réseaux ? Est-ce qu'il y a des points de bascule, des tournants, des moments importants, décisifs de ces dernières années qui font que aujourd'hui, on en est rendu à en discuter tous les trois ? La Grange de Montabo aime bien citer un vieil extrait d'un rapport de RTE qui date des années 80 qui dit qu'en fait on pourra toujours mettre des bataillons de CRS autour des centrales nucléaires qui sont justement les nœuds du réseau et que c'est dans les mailles et dans le filet du réseau lui-même que résident les points faibles. Donc d'un point de vue stratégique, si on cherche à faire tomber les infrastructures qui font que l'État ou les grosses compagnies, parce que c'est devenu à peu près la même chose, ont du pouvoir sur nous, et c'est dans la finesse du détail du réseau qu'on a la possibilité de toucher à nos échelles, tout en ayant des possibilités de changement d'échelle aussi, à partir du moment où plusieurs groupes, plusieurs personnes commencent à avoir envie de se positionner pour aller dans la même direction au même moment, faire des choses ensemble, quoi. Donc les réseaux sont partout et au stade où on en est, même si tout accélère très vite avec l'ultra-numérisation, ils sont encore relativement fragiles. Et je sais pas si c'est facile de revenir sur des dates ou un tournant du mouvement écologiste en France ou dans le monde. En fait, j'ai l'impression que ce tournant, il a déjà ou pas encore eu lieu. Les luttes contre les lignes haute tension existent depuis qu'il y a des lignes haute tension. Les luttes contre tous les nœuds du système existent depuis que ces nœuds sont prévus. Les centrales nucléaires, les résistances ont été très fortes il y a longtemps, quand ils les construisaient, toutes les lignes haute tension aussi. Aujourd'hui, plutôt j'ai l'impression que la résistance est plus si forte. Il y a une critique qui s'articule contre le réseau en lui-même depuis notamment la lutte de la Massade, dans l'Aveyron, une lutte contre un méga transformateur qui servait à alimenter un parc d'éoliennes industrielles. Donc c'était une occupation de terre contre la construction du méga transformateur. Et depuis cette lutte-là, il y a eu une articulation de la critique de la transition énergétique et du réseau électrique. Et plutôt nous, ce qu'on a envie de porter à travers la chose et à travers ce qu'on continue de porter avec les chantiers énergie et d'autres choses, c'est se dire qu'on a envie de
s'attaquer au réseau parce que c'est le point faible de ce système. C'est encore une de ses seules grosses failles. Et que ça fait système, c'est assez facile de se rendre compte que toutes les petites luttes locales des énergies renouvelables, des gens qui se battent contre des panneaux solaires, contre des éoliennes industrielles localement, contre des centrales nucléaires ou des méthaniseurs, ces infrastructures-là sont connectées au réseau et participent du même système et sont interdépendantes en fait. Le réseau il a besoin de tout ça pour fonctionner et du coup nous notre idée c'est d'avoir un angle théorique d'approche qui permette d'articuler ces luttes-là pour leur sortir d'un contexte local, se dire en fait on se bat contre quelque chose de plus gros, c'est pas juste ce petit capitaliste local qui est en train de construire un truc, c'est vraiment un système à plus grande échelle contre lequel il faut qu'on s'organise. Pour l'instant, j'ai l'impression que en fait, ça rejoint un peu le cadre des utopies techniques qu'on essaie d'articuler au chantier ici. C'est que c'est très dur de penser une lutte contre un réseau électrique duquel on est complètement dépendant. Si la plupart d'entre nous, si aujourd'hui le réseau s'arrêtait, on serait dans une mer de noire. Et en fait, c'est même dur de vouloir la fin de ce réseau-là. Même en termes éthiques, ça pose des gros problèmes pour toutes les personnes handicapées qui seraient dépendantes de systèmes énergétiques pour leur survie, d'appareils électriques. Et du coup, ça semble pas désirable non plus sur cet aspect-là. Et nous, à travers ces chantiers-là, c'est aussi travailler nos imaginaires de qu'est-ce que c'est un monde avec moins d'énergie et se permettre de le penser. Que ça peut devenir quelque chose où on retrouve de l'autonomie collectivement et que ce soit pas quelque chose de on est radical, on veut couper le réseau à tout prix. On n'arrive pas à dire là demain il faudrait couper le réseau, c'est pas envisageable aujourd'hui. Il faut développer d'autres choses avant de pouvoir le penser. Et donc ça rejoint un peu notre envie d'organiser ces chantiers et de parler de l'imaginaire du blackout et de se réapproprier cet imaginaire-là. Comment on fait face à un blackout puisque le blackout arrive. Et en fait, que ça soit désirable, que ça soit pas quelque chose dont on a peur parce qu'on en est dépendant, et très dépendant. Et donc c'est un peu le point d'achoppement, je pense, de toutes les luttes contre l'énergie aujourd'hui. C'est qu'il y a un peu cette ambivalence de dire nous on n'en veut pas, mais en vrai j'en suis dépendant, quoi. Ouais, puis tu parlais du blackout, c'est aussi sortir des scénarios catastrophistes, quoi. C'est vrai que la pensée que le réseau électrique peut tomber, s'arrêter, cesser de fonctionner, il y a quelques exemples historiques où en général en fait ça s'est pas forcément très mal passé, quoi. Il y a eu ça a plutôt été des occasions des fois de convivialité ou de choses comme ça, même si c'était rarement à des échelles énormes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a toujours été pensé dans des logiques de préparation en fait par des militaires. Et qui du coup envisagent systématiquement les scénarios les pires en disant voilà, alors blackout, alors 1 heure plus tard ça s'arrête de fonctionner, puis 2 heures plus tard c'est ça, et 3 heures plus tard c'est ça, au bout de 4 heures les gens commencent à s'entretuer, ressortent les fusils, etc. Et en fait, voilà, sans dire moi j'aime pas trop cette logique de préparation qui peut avoir aussi des effets de repli sur sa petite autonomie personnelle, qui est une tendance quand même assez majeure depuis quelques années là, qui arrive des États-Unis, quoi. Et c'est plutôt de jouer avec cette idée en essayant de sortir des scénarios catastrophistes, quoi, et de se dire tiens, en fait ça nous fait quoi là à 70 si à un moment il n'y a pas beaucoup de vent et pas beaucoup de soleil, donc notre petite capacité de production est plus fonctionnelle, est-ce qu'on se décompose petit à petit parce que le téléphone est plus connecté au réseau, ou est-ce qu'en fait on va plutôt faire autre chose et se dire que en fait c'est pas très grave et qu'on remet certaines choses à plus tard. Composer avec l'intermittence déjà, peut-être je trouve que c'est une perspective intéressante. Toute la transition repose beaucoup sur cette idée de l'intermittence, c'est quelque chose de catastrophique, quoi. Il faut que tout puisse fonctionner tout le temps en continu, et en fait non, je pense que c'est bien, ça nous fait du bien aussi de fonctionner dans cette intermittence, d'adapter nos rythmes de vie, nos modes de vie à ce qui va et ce qui vient autour de nous, quoi. Bah ouais, du coup, il y a un peu cette idée qu'on avait à partir de ce qu'on a développé comme critique dans la chose et tout ça. C'était
Ce qu'on aimerait bien, c'est que les luttes locales en France, et pas que en fait, en Europe et ailleurs, pour parler de là où on est, se mettent à articuler une critique non plus locale mais globale du réseau électrique. Et en fait qu'on se mette à penser la lutte contre l'ordre électrique et pas seulement contre telle éolienne, tel panneau solaire, telle centrale à gaz et telle centrale nucléaire. Se rendre compte que tout fait partie d'un tout et que tant que ce réseau existe, centralisé comme il est, ils continueront à imposer des projets inutiles partout où ils en auront envie. Et on continuera à s'opposer localement, mais sans voir l'ordre général. Et donc là, la volonté, c'est un peu de rassembler justement ces luttes locales pour essayer de préfigurer qu'est-ce que ça peut être cette coopération, cette coordination, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que ces luttes-là peuvent faire ensemble, et comment on arrive à se renforcer les uns les autres, les unes les autres. Et du coup, pour cette assemblée des luttes, il y aura des gens en lutte contre la poubelle nucléaire qui est en train de se prévoir dans les environs de Bure, dans la Meuse. Il y a des gens contre les piscines de déchets radioactifs plutôt au nord du Cotentin, dans la Hague. Il y a des gens en lutte contre des éoliennes industrielles dans le centre de la France, dans le parc régional du Forez. Il y a des gens qui sont en lutte contre de l'éolien offshore sur l'île d'Oléron. Tu me poses une question ou pas? Bah alors, tu veux bien nous décrire l'objet qui est devant nous? Et ben alors là, on est sur le poste d'un atelier poêle cuiseur roquette. Donc dans la dynamique du chantier de développer un peu des compétences en termes d'autonomie énergétique. Ce cuiseur, à terme, a vocation de pouvoir faciliter l'organisation de cantines collectives. Et donc l'idée, c'est de venir à la fin pouvoir mettre des wok, des planchas, voire même des fours à pizza. Des composés de quoi du coup vous avez fait quoi? En fait c'est pas mal, l'idée c'est d'utiliser des matériaux de récup. Donc en fait on voit que le corps du poêle c'est un bidon d'huile récupéré en garage. Un bidon d'une 60aine de litres. Donc c'est censé être un poêle assez léger de par le peu de béton et les isolants assez qui sont peu volumineux, peu massifs, c'est pas du sable par exemple. Et donc transportable, et pour vraiment être mobile et venir déployer des moyens de faire des cantines dans des événements soit militants, soit des occupations, des événements de soutien des luttes, en tout genre. T'avais déjà fait ça toi? Eh ben, est-ce que j'avais déjà participé à la construction d'un poêle? Non, moi j'avais essayé d'en faire un poêlito pour m'amuser avec des boîtes de conserve de compote de 5 litres. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas une échelle un peu critique à partir en deçà de laquelle finalement la combustion ne prend pas vraiment, et parce que j'ai jamais réussi à me faire chauffer l'eau pour des tisanes. Donc je suis content de voir un modèle un peu plus quali, un peu plus performant. Et voilà, une fois qu'on l'a fait, je pense que ça s'oublie pas et c'est assez facilement réplicable un peu partout, quoi. Et entre nous, on rigolait un petit peu quand tu nous parlais d'utopie technique. Nous, ce qui nous parle plutôt, c'est de praxotopie, d'utopie pratique, de pratique. En fait, c'est plutôt ça, on cherche pas à être dans une utopie. On fait de la récup, ça n'existera pas dans un monde idéal, mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce monde idéal et la récup, ça marche. Et en fait, faire des petits réseaux électriques à petite échelle, on pourra toujours récupérer des câbles électriques sur les lignes qui traînent partout. C'est pas grave si on sait pas fabriquer nos câbles. Enfin, il y a des choses comme ça on est dans la pratique et c'est de là qu'on parle. Ou plutôt de partir de la réalité, de partir de ce qui se fait aujourd'hui. Dans quelle merde sont les gens. Et en fait là, avec l'actualité aussi, on le voit, la hausse des prix de l'énergie, ça va provoquer des révoltes partout. Et si nous, les écologistes, on commence à leur dire... Ah mais faut juste vous en passer, on est complètement à côté de la plaque quoi.
je pense que c'est pas que les contestations et tout ça, c'est pas que genre oui, allez, on veut pouvoir encore consommer à fond. Quand tu regardes un peu les groupes comme les syndicats d'EDF ou les syndicats du Sud Énergie ou un peu je suis tombée sur des pages web socialisons les énergies qui sont vraiment contre la libéralisation et le démantèlement en fait du service public de l'énergie, donc représenté EDF. Électricité de France qui a été faite, construite, nationalisée par la CNR après la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Enfin, les demandes, en tout cas, c'est de pouvoir parler de sobriété démocratiquement. Enfin, on veut pas de la sobriété telle que Macron la présente. On aimerait bien pouvoir décider démocratiquement de quelle sobriété on veut, et surtout il y a un peu cette volonté de retourner à un service public national géré démocratiquement, contrôle populaire ou trucs comme ça un peu. Mais ce qui est pas clair non plus, c'est que du coup il y a aussi la volonté d'accélérer la transition énergétique. Donc du coup pour moi c'est là que ça fait un peu la jonction. Ok, service public national, ça voudrait dire quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas encore un idéal un peu recyclé qui peut plus marcher dans ce monde-là? Transition énergétique, ça veut dire quoi? Parce que si on le formule pas bien, même si on est contre le néolibéralisme, ça va être leur transition énergétique à base de tout ce que raconte le rapport RTE. Donc il y a un vrai enjeu à venir joindre un peu les deux bouts, j'ai l'impression là-dedans, et moi je le vois un peu comme un moment charnière aujourd'hui, cette année, j'en sais rien, enfin cette crise énergétique, pour venir dire bon, on change de focus, on peut pas juste repenser les systèmes encore dans une espèce de truc recyclé qui aujourd'hui peut plus marcher. Enfin, genre pour moi c'est un vrai moment pour parler de démantèlement en fait, de démantèlement d'infrastructures globales, coloniales, etc. quoi, et de reprise d'une certaine emprise sur nos moyens de production et sur la sobriété qu'on voudrait vraiment opérer, quoi, d'organiser la sobriété collectivement dans des formes d'autonomie comme il peut se passer ici au chantier à Montabo. J'ai l'impression que genre en termes de reprise de pouvoir, il y a des espaces de discussion qui doivent se créer au niveau communal, au niveau un peu plus, par le bas, quoi, genre en essayant un peu de court-circuiter justement la dépossession qui se fait parce que les directives elles font Europe, nationale, région, ok, on vous impose des infrastructures et vous fermez vos gueules, quoi, alors qu'en fait on pourrait essayer d'en discuter ensemble. Moi le mot d'ordre que je veux opposer à la fin de l'abondance de Macron, c'est en fait nous ce qu'on veut c'est la fin de la dépendance, c'est pas tant la fin de l'abondance. En fait, que l'énergie soit abondante ou pas, à la limite, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est juste pas dépendre de leur système technique, de leur hiérarchie. Le problème, c'est pas tant que vous avez moins d'énergie, mais le problème, c'est que vous êtes complètement dépendant sur la manière dont vous fournissez votre énergie. Et si on cherche à devenir indépendant sur la manière dont on consomme notre énergie, tout de suite, on se rend compte des enjeux. On se rend compte de ce que ça implique. Et automatiquement on réduit notre consommation. J'avais jamais construit ça, c'était unique et personne en fait dans l'assemblée avait construit ça avant, comme je t'ai dit. C'est un tuto que quelqu'un a trouvé sur internet et il s'est dit ok, c'est génial, en fait on peut les recharger, donc rechargeons-les plutôt que de les jeter. Et c'est complètement fou parce que en fait tout le monde nous dit qu'elles sont pas rechargeables alors qu'en fait on peut les recharger au moins une dizaine de fois. J'ai été formée à trouver les solutions technologiques pour rajouter des infrastructures de réseau et d'énergie renouvelable pour du coup cette transition énergétique. J'ai fini par comprendre que c'était un peu de la merde et que ça faisait que entretenir toujours le même système avec toujours plus d'énergie et de consommation et blablabla. Et du coup la réflexion ça a été à partir d'une désertion d'essayer de trouver la manière de justement faire l'inverse de ce que j'étais censée faire dans mon métier d'ingénieur, c'est-à-dire penser à comment penser un changement radical d'échelle, quoi, d'échelle de nos infrastructures, et de tout simplement, si on regarde et qu'on part de genre un individu ou un collectif, une maison, un village, et qu'on refait tout le fil de tout ce que ça mobilise
comme infrastructure, impact, matière, transport. On fait le tour du globe, quoi, plus ou moins. Et aujourd'hui, du coup, le démantèlement est dans une perspective un peu biorégionaliste, quoi. Ça serait de repenser ces tailles-là, ces emprises territoriales à partir des lieux où on vit, quoi, où on habite. Par exemple, les moulins, il y a plein de choses où si on regarde la taille des échelles, les échelles de l'évolution dans l'histoire des échelles de nos infrastructures, à l'époque, il y avait des moulins hydrauliques, par exemple, ou si on regarde la longueur de la chaîne de production, on a l'eau qui arrive. Bon, il fallait construire le moulin aussi avec des pierres et tout ça, du bois et tout, mais l'eau arrive, elle est convertie en énergie mécanique, on moud du grain, on fait de la farine, et la farine, elle est utilisée autour pour faire du pain, quoi, ou je sais pas quoi. Donc là, si on regarde l'emprise territoriale, c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout, c'est déjà un truc beaucoup plus visuel, territorialement, quoi. Et après, on a mis l'hydroélectricité, donc là, paf, réseau, l'électricité, elle est emmenée loin, 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 on fait des gros barrages et tout ça, et du coup, là, on se déconnecte de cette emprise territoriale, quoi, et c'est plus on n'est plus relié au lieu, du coup, dans ce qu'on produit et la manière dont on le produit. C'est genre on prend là pour balancer sur des distances dont on n'a pas conscience parce qu'on n'habite pas, on les habite pas. Moi, il y a un truc quand même assez ce chantier me tient à cœur personnellement, parce que justement dans mon chemin de désertion, j'étais un peu paumée, genre comment prendre les questions de l'énergie à revers et tout, et j'ai vu ces affiches énergie, pouvoir, autonomie, donc il y a 2 ans où j'étais à ce chantier où je suis venue pour la première fois. Et du coup, ça a été vraiment trop une porte d'entrée sur plein de choses, et ça a vraiment développé mon analyse critique des réseaux et de tout ce que je faisais, de tout ce que j'avais fait en tant qu'ingénieur et tout ça. Et ça a été vraiment une opportunité de prendre le truc à revers. Et c'est aussi pratiquer cette utopie-là, quoi, d'autonomie, et même si c'est complètement imparfait en un sens, parce qu'on est là à bidouiller des trucs élec où on a quand même des réseaux, des petits systèmes autonomes pas raccordés au réseau d'Enedis ou de RTE, on est quand même bien obligé de les acheter quelque part, ces composants et tout ça, c'est quand même des procédés industriels, mais il y a vraiment cet idéal là de réappropriation collective de cette compréhension, de la compréhension de bidouille à plusieurs échelles, et de pourquoi on est contre ces gros réseaux interconnectés de partout, et qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre un peu du pouvoir dessus, quoi, en apprenant à monter des schémas électriques, une éolienne. Il y a la partie thermique aussi, du coup, qui est trop cool, sur les fours et les poêles à bois. Et voilà, recréer de l'autonomie. Et moi, genre, qui est justement arrivé à la base avec ma théorie, même si j'avais pas trop un peu oublié tout ça. Donc, en fait, au premier chantier, c'était trop stylé parce qu'il y avait un peu des gens qui étaient ingénieurs, qui le disaient pas trop, mais enfin voilà, il y avait les cours d'élec de base, et en fait, c'était pour tout le monde. Donc du coup, il y avait une espèce de répondant entre les personnes qui avaient eu un peu un bagage théorique, qui apportaient des éléments, et en même temps qui savaient rien bricoler, enfin comme moi, hein, rien bricoler de genre comment on fait les câbles et tout ça, aucune idée. Et inversement, du coup ça faisait cette espèce d'échange trop cool on essaye de se remettre un peu au même niveau, quoi, enfin au même niveau, je veux dire, à descendre de notre truc un peu théorique élitiste pour les ingés, et puis aussi apprendre à bricoler, et puis de partager connaissances pour pouvoir collectivement avancer, quoi. Ça redonne de la puissance, je trouve, pour le